Bonjour, bienvenue sur France 3 Pays de la Loire. Ce matin dans Dimanche en politique, le débat brûlant de la régulation de l'intelligence artificielle. L'IA qui suscite autant d'enthousiasme que d'inquiétude. Elle promet des avancées majeures en matière de santé, de transport ou encore d'énergie. Mais quels en sont les risques sur la protection des données, sur la sécurité, sur l'emploi ? À Nantes, la métropole a récemment dévoilé sa doctrine en matière d'intelligence artificielle, marquant ainsi sa volonté d'encadrer cette technologie. Voilà, ce texte d'introduction que vous venez d'entendre, ce n'est pas moi qui l'ai rédigé, mais une intelligence artificielle que vous connaissez au moins de nom, ChatGPT. Le résultat, vous le voyez, est bluffant, un outil qui est désormais à la portée de tous, mais qui est la face immergée d'une révolution en cours. Elle tient donc en deux lettres, IA, intelligence artificielle. Regardez ce reportage de Cathy Collin et Amélie Lepage. On en débat juste après avec mes invités. Demain, l'intelligence artificielle viendra-t-elle en renfort des caméras de vidéosurveillance ? Le recueil des données, passé à la moulinette des algorithmes, permettra-t-il d'étudier les flux de circulation, l'utilisation des transports en commun, de mieux gérer les stocks dans les cantines ? C'est ce qui s'annonce dans les collectivités. Mais parce que l'IA fait peur, Nantes Métropole veut réfléchir avant de se lancer. Il y a toujours des risques juridiques, il y a toujours des risques un peu démocratiques et éthiques autour de l'utilisation d'une IA. Par contre, on n'est pas complètement contre. On peut se dire que dans certains cas, c'est la bonne solution. L'idée, c'est de passer l'utilisation d'une IA au tamis d'une boussole. 7 critères la définissent pour l'instant, parmi lesquels l'absence de collecte de données sensibles, la contribution à l'amélioration du service public et des conditions de travail des agents, et l'évaluation du bénéfice apporté par une IA par rapport à une solution alternative. Pour tester et affiner cette boussole, des tables rondes sont organisées d'ici l'automne pour réfléchir avec les entreprises et les associations. Un grand débat de l'IA auquel participe l'association nantaise Ping, pour qui les citoyens doivent s'emparer du sujet. Les choix technologiques au global les concernent parce qu'ils ont un impact assez direct sur leur vie tout simplement, parce que les technologies, on s'y retrouve attachés par plein de biais. Et puis parce que c'est des choix aussi qui nous engagent pour les années à venir, que ce soit sur les enjeux liés au travail et au changement que ça peut induire dans ce domaine-là, aux enjeux écologiques. En fait, les choix technologiques qui nous impactent à plein d'endroits et donc c'est normal qu'on puisse prendre position dessus. Garder la main sur le numérique, faire de son usage un choix politique, oui, mais pour ce chef d'entreprise spécialisé, la nécessaire prudence ne doit pas conduire à la frilosité. Il faut faire attention à ne pas mettre plus de contraintes à nos entreprises qu'aux entreprises étrangères. Là, on l'utilise déjà. Donc si on se met des bâtons dans les roues, dans notre innovation, on va encore une fois louper le coche. Dans l'attente d'une régulation nationale ou internationale, les collectivités locales cherchent leur chemin pour un usage au quotidien d'une technologie sans limite. Voilà, poser des limites à une technologie sans limite, voilà une équation qui n'est pas simple à résoudre. Bonjour Clément Guillon. Bonjour. Vous êtes le directeur de la start-up nantaise Vertigo, qui propose une solution d'intelligence artificielle pour les entreprises. Et vous êtes aussi le fondateur d'un collectif qui s'appelle Naoned IA. En face de vous, Francky Trichet, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Nantes Métropole, élu en charge du numérique. Et puis Alexandre Boucher, bonjour. Vous êtes le directeur du salon de technologie immersive bien connu, Laval Virtual. Bonjour et merci à tous les trois. D'abord, cette question de la régulation qui devenait de plus en plus pressante. On est dans l'Ouest. Est-ce que l'enjeu, c'était que ça ne devienne pas le Far West, justement, en matière d'intelligence artificielle ? C'est ça l'enjeu du moment pour vous, Alexandre Boucher ? C'est un des enjeux. Je pense que tout le monde a pris conscience de ce besoin de réguler. Mais le Far West, c'était aussi une terre d'opportunités. Et donc, je pense qu'il y a aussi ça, concilier la régulation et la capacité à innover, tirer parti de ces opportunités. Et je pense que Nantes Métropole est en avance sur ce coup-là. Et bravo à eux de lancer cette initiative. Ouais. Et on va reprendre en détail les points de cette doctrine. Mais avant cela, Clément Guillon, vous êtes d'accord, j'imagine, avec ce qu'on vient d'entendre dans le reportage. Réguler, oui, mais il ne faut pas brider trop parce qu'en face, il y a des concurrents chinois, américains qui n'ont pas forcément les mêmes règles du jeu. C'est sûr que c'est une compétition mondiale et la France a plein d'atouts pour jouer, pour rentrer dans la course. Donc il faut absolument doper, mais
doper les entreprises qui innovent, hein, les entreprises françaises, mais il y a plein de moyens et la France met beaucoup de choses à disposition des startups françaises, hein, pour innover, du crédit d'impôt recherche à un certain nombre d'aides, de subventions. IA Cluster aussi, 500 millions qui avaient Ouais, été tout à fait. d'euros débloqués. Donc il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de moyens, donc à nous d'innover. Francky Trichet, on dit souvent que le politique est à la traîne par rapport aux innovations technologiques. Là, l'enjeu à Nantes, c'était d'essayer de prendre le train en marche tant qu'il est encore temps. C'est la suite de logique de ce qu'on fait depuis 2009. On a posé effectivement un cadre régulateur éthique sur la donnée. Et l'intelligence artificielle sans données n'existe pas. Et en fait, c'est la suite logique. Encore une fois, le maître mot, c'est la confiance. Ne pas avoir peur de l'IA. Il faut juste être en confiance, en pleine conscience, je dirais même, en termes qu'on est une collectivité, sur comment on déploie ces outils qui ne sont pas de 2024. Hein. Aujourd'hui, le phénomène, il est effectivement stupéfiant parce qu'en fait, on va jusque dans les foyers. On va jusqu'à effectivement, nos enfants l'utilisent. On a une accessibilité à ces outils qui est incroyable. Et puis, il y a le phénomène comme génératif, c'est-à-dire qu'on passe un cap sur la création de contenu. Par contre, l'IA existe depuis 30 ans. La première intelligence artificielle, je crois que c'est 64 même, c'est les ça, premiers voilà. essais dans des garages. Moi, j'ai soutenu une thèse à l'époque, en 98, et on parlait déjà d'explicabilité de l'IA, c'est-à-dire comment on rend la boîte noire, souvent, la décision que l'intelligence artificielle va prendre plus transparente, plus accessible au plus grand nombre. Si on reprend juste les points principaux de cette nouvelle doctrine dont s'est dotée Nantes Métropole, d'abord, elle se concentre justement sur les données. Donc, interdiction de l'identification biométrique, mais au-delà de ça, interdiction de l'utilisation de données sensibles ou discriminatoires. Ça, c'est pour vous une des clés principales de cette nouvelle boussole nantaise ? C'est notre singularité. Le premier, c'est effectivement ce que dit le règlement européen. Le second, c'est pour se dire que nous, on ne souhaite pas caractériser un individu de par, je ne sais pas, une caractéristique morphologique, le fait qu'il ait une capuche. Non, à un moment donné, on se refuse d'utiliser en fait cette approche-là parce que là, on touche le sensible et on va sur l'espace public, là où certains pays y vont grandement. En France, et qui plus est à Nantes, on se dit non. Là, on rentre sur une ligne rouge qu'on ne souhaite vraiment pas franchir. Et donc, on va au-delà de la reconnaissance faciale sur l'espace public. Donc, la reconnaissance faciale, c'est je sais que c'est Maxime, présentateur de France 3, je l'ai identifié dans telle rue. Là, nous, c'est effectivement, je ne sais pas si c'est un homme, c'est une femme, je m'interdis l'identification, on va dire, en termes de caractéristiques qui pourraient avoir des biais discriminatoires. Donc là-dessus, on bride quelque peu la technologie avec des questions déontologiques. Complètement. C'est-à-dire qu'on met l'humain avant tout, et même si ça pourrait parfois apporter des services pour une politique publique, en l'occurrence ici la sécurité, mais la mobilité, nous on se refuse parce que là on touche effectivement quelque chose sur lequel il y aurait un déni de confiance et on ouvre en fait une boîte dans laquelle effectivement Big Brother is watching you. Le point important aussi, c'est la protection des emplois. Je me tourne vers vous. On entend un petit peu tout et son contraire. L'IA va détruire tous les emplois, ou en tout cas une grande majorité. Le président de la République avait commandé une étude, hein, on entendra dans un instant la secrétaire d'État au numérique nous en dire un mot, qui dit que finalement seulement 5% des emplois sont menacés. Ça représente tout de même 1,5 million d'emplois en France. Vous qui êtes dans ce secteur-là, ça crée des emplois ou ça en détruit l'IA ? Je pense que ça en crée. Moi, je pense que ça en crée fondamentalement. L'IA, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Ça vient automatiser un certain nombre de tâches de bas niveau aujourd'hui, mais c'est surtout une opportunité de créer des nouvelles industries, de créer des nouveaux services qui font du sens, qui contribuent au progrès. On le voit ça dans la santé, on le voit ça dans l'industrie, dans l'agriculture. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu au niveau de l'emploi, c'est plutôt la montée en compétences, l'adoption, de la même façon qu'on a adopté le numérique dans les années 2000. Et bien là, il faut adopter les nouveaux outils, les nouveaux dispositifs, les nouvelles solutions d'IA, mais c'est plutôt une opportunité. Donc il faudra former les personnes qui vont surveiller les machines, c'est un peu ça le futur qui se dessine ? Oui, qui vont les surveiller, mais qui vont aussi utiliser ces algorithmes au quotidien, aujourd'hui et demain. L'enjeu d'éducation, il est central. Comme à chaque révolution industrielle, il faut... En fait, celui qui va perdre l'emploi, c'est celui qui ne va pas savoir adopter cette technologie. C'est-à-dire que, si je fais la comparaison avec les années 30, on était à peu près 50% dans la population à travailler dans l'agriculture. Tout le monde n'a pas perdu cet emploi-là. Et les agriculteurs qui ont adopté le tracteur, leur métier existe encore. Celui, en revanche, qui n'a pas adopté le tracteur, lui, vraisemblablement, a disparu. Donc l'enjeu d'éducation et d'adoption de ces technologies dans un cadre moral et bien régulé, c'est un enjeu majeur. Qu'est-ce que vous dites aux agents de Nantes Métropole qui peuvent s'inquiéter, dire attendez, il y a des IA qui vont débarquer, qui vont me voler mon emploi. La charte, elle va permettre de se prémunir face à ça ? C'est un des éléments centraux de la charte. C'est-à-dire que nous, on va déployer une IA que si elle est
appropriée et si elle va permettre une émancipation effectivement des agents, une montée en compétences. On voit bien aujourd'hui, ce sujet-là il est important parce qu'il cristallise en fait l'opinion en disant bah oui, on va être remplacé par des robots de façon globale. Les études le montrent que c'est pas vrai. Les études montrent qu'en termes de productivité, même si on va sur 10%, 20% gagner en productivité, on ne va pas détruire tout l'emploi, mais sur certaines tâches, effectivement, sur des métiers en tension, il va y avoir du bon. Je pense à particulier les métiers dans le domaine de la santé. On voit bien qu'on a besoin de recruter. Donc s'il y a peu, ces 10%, ces 20%, ne serait-ce qu'apporter ça, ça a déjà du bon. Et tout le monde ne pourra pas suivre. On ne pourra pas avoir que des bacs plus 7, des bacs plus 8. Complètement. Et c'est pour ça qu'il faut à un moment donné populariser au sens de l'usage, parce que les gens ne vont pas faire de l'IA au sens, comme le fait par exemple Clément avec son entreprise Vertigo. Les gens vont utiliser, ça va être un outil comme un autre. Et donc justement, ce qu'on appelle l'IA va créer de l'emploi, ou en tout cas va en transformer plutôt que créer, en plus. Ben c'est au bien, pour le bien-être effectivement de l'agent, en tout cas dans la collectivité, mais même dans le monde du privé. Et encore une fois, il ne faut pas mésestimer les métiers en tension sur lesquels l'IA va vraiment là apporter une aide précieuse, parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre. Alors justement, on va entendre là-dessus la secrétaire d'État au numérique, Marina Ferrari, qui était dans les allées de votre salon, Laval Virtual, la semaine dernière. Je lui ai posé la question également, on lui a posé la question, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Écoutez. Il faut réguler, mais il ne faut pas brider l'innovation, et les deux doivent bien aller ensemble, donc il faut qu'on trouve cet équilibre. Je pense qu'il faut que nous ayons un discours rassurant vis-à-vis de nos concitoyens. On sent qu'aujourd'hui, il y a une crainte vis-à-vis de l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Vous avez vu que le président de la République a commandé donc, un rapport à une commission spécialisée sur l'intelligence artificielle qui lui a été rendu il y a quelques semaines. Les conclusions de ce rapport sont extrêmement intéressantes pour déjà tordre le cou à deux idées reçues. La première, c'est que l'intelligence artificielle ne va pas détruire d'emplois, ou très peu, sachant qu'elle va par contre produire beaucoup d'emplois qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas forcément, puisqu'elle va augmenter la productivité. Les perspectives de croissance qui sont éditées dans ce rapport sont impressionnantes pour la France, puisqu'on pourrait gagner plus d'1 point de croissance sur les 10 prochaines années, ordre de grandeur entre 250 et 400 milliards d'euros de croissance supplémentaire. Donc on voit que le virage de l'intelligence artificielle est extrêmement important. Voilà, des perspectives de croissance, semble-t-il, assez démentielles. C'est ce que vous observez, vous aussi, au quotidien, cette appétence, cette demande pour toujours plus de technologie et d'intelligence artificielle? Pas à ce niveau-là encore. On l'observe, moi, par exemple, côté Laval Virtual, on a des développeurs qui utilisent ces technos pour gagner en productivité et en réduisant les tâches pénibles quand on fait du développement. Mais je pense que c'est vrai dans tout un tas de métiers. On n'est pas, en revanche, encore dans cette transformation massive et brute des métiers. On n'y est pas encore. Je pense qu'on est au tout début de la courbe. L'adoption, elle arrive. On le voit avec ChatGPT qui est arrivé dans les foyers, dans les poches de tout le monde, mais on est au tout début. Donc les entreprises, les collectivités, les agriculteurs, les métiers, les médecins, l'administration commence seulement à adopter. On est en train de défricher les cas d'usage, mais on est au tout début pour l'instant. Et notamment pour les entreprises, parce que le grand public connaît un petit peu maintenant ChatGPT, des intelligences conversationnelles notamment, les chatbots, quand on va sur des sites de l'administration pour nous aider dans notre paperasse administrative par exemple. Mais ça, c'est vraiment une toute petite partie. Vous, les solutions que vous proposez aux entreprises, c'est des solutions beaucoup plus pointues, j'imagine. Oui, on est dans une industrie aujourd'hui où il y a des IA qui sont spécifiques à des enjeux, à des secteurs, à des enjeux. Si je prends l'exemple de Vertigo, c'est des enjeux liés à la distribution, à la supply chain, à la chaîne d'approvisionnement pour mieux optimiser, réduire les stocks, réduire le gaspillage. Donc on est sur des IA qui sont très spécifiques à des secteurs. Et c'est ça qui est en train de naître, on va dire. Et la France est une terre de start-up qui va générer justement des IA spécifiques sur des cas d'usage différents. Et on est au tout début. On est en train d'apprendre et c'est en train d'arriver petit à petit. Et ce qui est sûr, c'est que ça arrive à grande vitesse, avec plein de promesses qu'il faut évidemment cadrer. Et vous dites, on est en train d'apprendre. Le propre de l'IA, c'est aussi qu'elle apprend toute seule. Exactement. Francky Trichet, les collectivités aussi s'emparent de ces questions-là. Pour les entreprises, c'est un bénéfice évidemment. Pour une ville comme Nantes, quelle est la part déjà d'intelligence artificielle au quotidien là, pour les Nantaises et les Nantais? Et qu'est-ce que ça peut être demain, des cas concrets par exemple? Oui, très peu. Alors pour l'instant, on est dans une phase d'expérimentation. Juste un point sur réguler qui serait un frein à l'innovation. Franchement, je ne partage pas ce point de vue pour une raison simple, c'est que par exemple, le règlement sur la protection des données, ce qu'on appelle le RGPD, n'a jamais freiné l'innovation à la française sur la donnée, au contraire. Donc, ça pose un cadre. Ça pose un cadre de confiance et donc peut-être d'adoption par la suite, effectivement, à la fois par le domaine du privé, les entreprises, mais aussi par le grand public. Donc ça, c'est quand même important. Sur le déploiement d'IA aujourd'hui, on en a
très peu. Il y a un exemple sur les cantines scolaires, je crois, Voilà, qui avait été on expérimenté. a initié ça il y a 2 ans. D'ailleurs, Clément, tu as travaillé aussi sur le sujet, où on a expérimenté l'anticipation du nombre d'enfants qui vont manger le midi à la cantine, sachant qu'à Nantes, on a la chance de pouvoir déclarer au dernier moment le fait parce qu'il est malade ou parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a un empêchement de dernière minute, mon enfant ne viendra pas manger le midi à la cantine. Donc, on avait fait un travail de prédiction pour justement améliorer la qualité de du nombre tous les jours et surtout, très en amont, avoir le juste nombre pour éviter des problèmes de flux logistique inutiles, non pas du gâchis, mais en fait de repas préparés. Est-ce que ça marche ? Oui, on avait des gains. On avait des gains de l'ordre à peu près de entre 7 et 10 points, ce qui est quand même pas négligeable par rapport à une évaluation humaine. Donc l'idée, c'est pas de se dire que ça remplace. Parce que je crois que le dispositif est mis en pause pour le moment. Alors pour l'instant, il est toujours évalué. On est sur un système d'évaluation et d'appropriation par les agents. Et encore une fois, c'est là où ça a été bien pris. que... C'est ça l'enjeu aussi, par les agents qui sont sur le terrain, les agents de Nantes Métropole. Pour tout vous dire, en fait, pas forcément. Au début, il y a eu cette réticence. Cette réticence de se dire, mais en fait, en quoi, effectivement, c'est un outil, en quoi je garde la main. Et l'idée, c'est de se dire, tu gardes la main. C'est un outil comme une autre. Tu as une boîte à outils, tu as ton ressenti, tu as les chiffres avec tes tableurs qui sont Excel que tu connais très bien. Et puis, tu as différentes d'ailleurs technologies, il y a ce qu'on avait expérimenté, différentes approches. Donc, à toi de tirer effectivement la bonne décision à partir de ces boîtes à outils. Donc, le marché public des collectivités peut être un marché aussi pour les entrepreneurs. Je pensais l'autre jour, par exemple, aux voies réservées aux covoitureurs. Est-ce que sur la gestion du transport, par exemple, il y a des solutions aujourd'hui d'IA qui peuvent être intéressantes ? Est-ce que vous voyez ces solutions émerger pour les collectivités publiques ? Alors, certainement des solutions qui existent dans ce domaine, mais il y a un service de l'État qui s'appelle la DINUM, la direction du numérique. Ils ont créé leur propre chat GPT à eux pour aider les agents du service public à gagner du temps sur des rédactions d'actes et de courriers classiques. Donc oui, les services de l'État les utilisent déjà et des métropoles aussi. Et c'est le cas notamment en Chine. Il y a des métropoles qui fonctionnent énormément avec ça. C'est pas non plus ce qu'on veut faire à Nantes. On veut pas non plus que l'IA soit partout. Non, c'est l'IA utile, encore une fois, en pleine conscience et utile. Et surtout, pouvoir évaluer en fait le coût. C'est-à-dire que si à un moment donné, le coût sur le vivant, l'empreinte écologique, elle est vraiment importante, on est en droit de se dire, évaluons si ça en vaut le coup. Excusez-moi d'expression, et on est dans cette démarche-là. Donc, ça, ce sera le débat citoyen aussi, où chacun pourra donner son avis. En tout cas, ce sera fait en toute transparence, c'est la promesse. C'est l'approche, effectivement, déjà dans les services pour dire, attention, ce cadre, il est... Parce qu'aujourd'hui, les services pourraient se dire, tiens, j'ai un super... Parce qu'aujourd'hui, on est très sollicité, vous l'avez dit, par les entreprises privées, et c'est normal pour effectivement la mobilité, la sécurité, la qualité de l'eau, et on se dit aujourd'hui, stop, il est temps de faire une pause s'impose pour justement ne pas déployer à outrance et sur lesquels le gain serait peut-être minime, parce qu'encore une fois, la promesse d'avoir un gain de productivité ou d'efficience par rapport à l'évaluation d'une politique publique, il faut qu'à un moment donné, on soit lucide et responsable sur ces enjeux. Et si on peut rappeler, c'est qu'il y a aussi un coût pour les collectivités à acquérir ces solutions. C'est si nous, dans notre vie du quotidien, on utilise gratuitement ChatGPT, c'est aussi une dépense pour les collectivités. Donc il y a une mesure du gain global. Et une pause s'impose, vous êtes d'accord avec ça quand même ? Je pense qu'il faut regarder les usages. Il faut aller gratter. Il faut aller gratter le bénéfice. Et effectivement, il y a un coût d'adoption, il y a un coût d'implémentation, il y a un coût de calcul, il y a un coût à ces solutions, qui sont des solutions innovantes, qui sont de la nouvelle technologie, avec derrière de la recherche et développement, beaucoup. Donc évidemment, c'est un déploiement. C'est ce que font toutes les entreprises. Toutes les entreprises aujourd'hui, avant de déployer des solutions, vont regarder le bénéfice, vont regarder ce que ça va leur apporter en termes de valeur ajoutée, en termes d'impact même écologique. Donc il y a ces grilles, il y a déjà ces rapports-là. Et encore une fois, c'est une finalité. C'est pas une finalité l'IA, justement. C'est un moyen de résoudre des problèmes. Donc il faut trouver les problèmes qui sont pertinents. Sur l'écologie, parce que c'est une donnée importante, Ouais. C'est très, très, très gourmand, l'intelligence artificielle. L'impact carbone, si on peut le calculer comme ça, est énorme. Là aussi, ça peut poser problème. Oui, on ne le voit pas parce qu'on a l'impression que c'est un service gratuit aujourd'hui. Mais effectivement, derrière, c'est des serveurs qui tournent avec des consommations énergétiques énormes, des enjeux liés au calcul, qui sont aujourd'hui un sujet qui est monopolisé par les Américains et les Chinois. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu national que de réagir là-dessus. De souveraineté. De souveraineté, tout à fait. On va regarder le classement des investissements en intelligence artificielle l'année dernière. La France se classe 8e avec 6 milliards de dollars investis par an. Si on compare avec les États-Unis, 250 milliards de dollars. Alors là, on n'est vraiment pas dans la même cour. On n'est pas dans la même cour, c'est sûr. On en voit le résultat. Aujourd'hui, la majorité des technologies utilisées viennent des US. Malgré tout, on a des talents. Et c'est ça qui est un peu frustrant. Et les cerveaux sont là.
On a Les des cerveaux talents. sont français. Et il ne faut quand pas même. qu'ils aillent aux États-Unis et en Chine, parce que c'est un des enjeux aussi. Vous arrivez à les garder, vos employés? Bien sûr, En les payant bien? il faut bien les payer et on est sur une terre de talent, on a un écosystème. Et les ingénieurs français ont envie de travailler pour cet écosystème aussi. Donc il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais effectivement, il y a l'enjeu du financement, qui, il ne faut pas se mentir, est un enjeu pour toute l'entreprise qui veut grandir, notamment au-delà de nos frontières. Mais je pense qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont là pour ça. Mais pour le moment, en effet, les outils, en tout cas grand public, sont essentiellement des outils chinois ou américains. Moi, j'en ai essayé un, parce que nous aussi, en tant que médias, que journalistes, nous sommes concernés par cette révolution de l'intelligence artificielle. Un outil donc, que vous pouvez trouver sur Internet et à qui j'ai demandé eh bien, tout simplement d'essayer de présenter le début du journal. Regardez ce que ça donne. Pour le moment, c'est assez bluffant parce que surtout, c'est une solution gratuite. Regardez. Bonjour, bienvenue sur France 3 Pays de la Loire. À la une de l'actualité aujourd'hui dans notre région, les progrès de l'intelligence artificielle. Voilà. Hello. Et là, elle peut le faire aussi en anglais. On entend évidemment, hein, c'est encore très robotique, mais ce qui est assez fou, c'est que ça, c'est une solution gratuite à la portée de tout le monde. Autre exemple maintenant, quand on met un petit peu plus de moyens, ça, c'est une chaîne d'information en continu qui a été lancée uniquement grâce à des intelligences artificielles, que ce soit la personne qui parle actuellement ou bien les reportages qui sont diffusés après. Là, pour le coup, c'est purement bluffant. On en écoute un tout petit extrait en anglais. AI-generated stories and headlines, captivating visuals and data-driven insights. From global news to finance to entertainment, we'll show you how technology enables us to bring you a global perspective. Doctrine nantaise, c'est aussi pour se prémunir des dérives de ces technologies en matière de manipulation, clairement. Complètement. Moi, il y a un point qui est fondamental, c'est le discernement. Aujourd'hui, où est la quête de la vérité? On voit bien avec ces outils-là, on est capable de faire chanter un mort, il faut le dire tel quel. Et en fait, on a l'impression, effectivement, parce que la voix, parce que le morphine, etc. Donc moi, j'en appelle effectivement, et même à l'échelle nationale, avec l'ensemble de mes collègues élus dans les différentes métropoles de France, on en appelle à un grand plan de discernement sur l'intelligence artificielle. Il est temps de former massivement tout le monde, les jeunes, mais les moins jeunes, sur justement, attention, sur cette quête de vérité, le lien à la démocratie, parce que là, on touche quelque chose qui est, en fait, qui va tout de suite, comme tu disais Clément, dans le portable de nos enfants, qui, en fait, où est la vérité? Ce que j'entends là, est-ce que c'est vraiment, effectivement, aujourd'hui, le journaliste de France 3 qui parle, ou en quelle langue? Alors, il y a un côté magique de faire, d'utiliser telle langue, de pouvoir, à un moment donné, se dire, bah, effectivement, c'est quand même assez incroyable qu'on a de l'automatisation, de la traduction simultanée, mais il y a quand même un côté redoutable de la vérité. Je m'inquiète clairement pour mon métier, mais surtout aussi pour la véracité de l'information qui est diffusée à l'antenne, parce qu'on peut vraiment se faire piéger. Les géants de la tech ont même signé tous une tribune qui pointe du doigt un risque existentiel avec l'intelligence artificielle. Je vous vois dodeliner de la tête, oui, on n'en est pas là? Parce que je pense qu'on en est encore très très loin, et même les grands spécialistes du domaine disent qu'on est encore très très loin de ces artificial intelligence générale, là, ce qu'on appelle les AGI. Donc c'est cette capacité à un moment donné où la machine dépassera l'homme. Tout le monde dit qu'on en est encore très loin. Et puis peut-être aussi l'envie de faire un peu peur. Oui, mais même en allant vite, on en est vraiment loin. Vraiment loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait la différence entre l'humain et la machine alors? Ça, c'est un gros sujet dans le domaine aujourd'hui. C'est que quels sont les tests qu'on va mettre en place pour évaluer vraiment cette intelligence? Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de mesurer où en sont rendues ces intelligences. Donc, je ne sais pas encore y répondre. La communauté ne sait pas encore répondre à ça. Il y a quand même un point qui est quand même fondamental, c'est l'émotion, le subtil, tout ce qui fait qu'on est humain encore. Et ça, on voit bien que cette intelligence générale là, qui est justement depuis le début des années de l'IA, espèce de mythe qui fait peur, parce qu'on aime bien faire peur aussi. Ça permet justement de pouvoir cristalliser les opinions. Moi, je suis convaincu en tant que chercheur de l'IA aussi qu'on n'y arrivera jamais. Et on le voit bien même aujourd'hui sur la création. On n'arrivera jamais à quoi? À cette IA générale, c'est-à-dire qui sera au niveau de l'humain. Qui sera même qui remettra effectivement, qui remettra en cause ce qu'est d'être humain. Notre soumission à la machine. Voilà, c'est ça. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de se faire peur. Il faut être lucide. Ça fait quand même déjà 50 ans qu'on en parle. Et à chaque fois, ça revient lorsqu'on a des avancées technologiques sur cette notion de progrès. Là, il faut être lucide, il faut être clair. Et moi, j'étais encore hier à Sting à discuter avec des grands chercheurs brésiliens sur le sujet, qui travaillent depuis longtemps sur le sujet. C'est jamais, il faut arrêter. Donc, je pense qu'on est aussi dans un récit là
collectifs qui sont incarnés par certains grands noms américains qui aussi en font, je vais dire, quelque part leur signature. Et les responsables politiques ont peur, clairement, quand on voit la commission d'enquête qui a eu lieu là, au Sénat. Il y a la peur de se faire dépasser, c'est ce que je disais en début d'émission. Comment réguler ? Alors, l'Union européenne va sortir un IA Act l'année prochaine. Le politique fait le poids, là ? En tout cas, le politique, il fait son rôle, chacun à son niveau. À l'échelle européenne, c'est bien. La France va traduire un peu des directives, des lois ou des textes en fonction de cette directive. Et nous, les collectivités, on doit définir des cadres dans lesquels on s'interdit, encore une fois, certaines pratiques et on prend le temps d'observer d'autres. Et je crois qu'il faut déployer de l'IA lorsque c'est utile, lorsque c'est peu coûteux et lorsqu'on va vraiment avoir de l'émancipation humaine. Et parfois, il faut dire jamais. Jamais comme on le fait dans la boussole, jamais on ira effectivement sur cette ligne rouge qui est pour nous fondamentale par rapport à l'être humain et sa condition. Clément Guillon, comment vous rassurez, vous, les gens qui ont peur de l'IA, en quelques mots ? Moi, je parle des progrès, je parle des bénéfices, je parle du positif. Je pense que c'est là-dessus. La peur, c'est négatif. Mais par contre, quand on voit les progrès que les IA apportent dans la médecine, dans le fonctionnement des hôpitaux, dans le fonctionnement de notre quotidien, sur l'agriculture, sur la capacité des industries à moins polluer, à être plus efficients sur toutes les techniques. Le monde de demain sera meilleur. Évidemment, l'IA va servir le progrès de notre société et c'est comme ça qu'il faut la diriger et il ne faut pas en avoir peur, justement, il faut l'embrasser et aller la pousser dans les bonnes directions. Et donc, c'est comme ça que je reste positif. Et c'est vrai que c'est la première fois. Je pense que ça doit nous amener à nous questionner sur qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment humain. Parce que oui, il y aura des petites intelligences artificielles et qu'est-ce qui fait que nous, on ne sera jamais remplacés, nous recentrer un peu. C'est peut-être ça l'opportunité aussi. C'est bien, en tout cas, ça fait un mot positif pour conclure cette émission. Merci infiniment à tous les trois et merci à vous d'avoir suivi Dimanche en politique. Passez une très très belle journée sur France 3.